Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French Hall Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire. Dimanche d'idées de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Aujourd'hui, le thème s'intitule Slow Living, l'art de vivre lentement, pleinement. Et pour contextualiser, je vais commencer par une anecdote. Il y a près de 17 ans, un jour ordinaire, je vais laisser les autres entrer en même temps. Voilà. Il y a près de 17 ans, un jour ordinaire, j'ai demandé par hasard à une amie, « Comment vas-tu » Elle m'a répondu spontanément, « Heureuse ». Puis presque aussitôt, elle s'est excusée, « Pardon, je voulais dire je vais bien ». Ce petit échange m'a profondément marqué. En réalité, sa faute n'en était pas une. Elle venait simplement de traduire sans filtre un sentiment pur et rare, celui d'être heureuse de vivre là, à cet instant précis. Pourtant, la force de cette émotion a été étouffée par le poids de la formule attendue de la politesse routinière, et c'était la réponse « je vais bien ». Depuis, je me demande combien de fois nous avons par automatisme étouffé nos vrais élans sous des réponses convenues et si parfois nous osions simplement dire « je suis heureux ». Voilà, je ne sais pas si quand on nous pose la question « comment allez-vous ?» On dit « oui, je vais bien », on dit jamais « je suis heureux, je suis heureuse, je suis content, je suis contente ». Voilà, donc c'est une question, ou plutôt c'est une réponse intéressante pour voir comment s'opère le cerveau. Alors, slow living, c'est savourer chaque instant, respirer le présent et se laisser porter par la douceur du moment vécu pleinement. Mais ce terme slow living prête souvent à une confusion, car il ne s'agit pas d'une vie au ralenti. Enfin, je pense que ce n'est pas vraiment une vie au ralenti, mais on va en parler comment vous voyez ça, où l'on fait tout avec une lenteur extrême. C'est pas ça, selon moi. En réalité, c'est un mode de vie qui consiste à retrouver un rythme adapté à nos besoins physiologiques, émotionnels et sociaux. C'est un retour à une cadence qui respecte notre bien-être, notre santé mentale et notre capacité de savourer le présent. Ça, c'est plus essentiel. Le paradoxe, c'est que dans le contexte actuel, ce rythme normal paraît lent. Pourquoi? Parce que notre environnement moderne a accéléré presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Travail à flux tendu, information instantanée, hyperconnectivité, on voit ça autour de nous, consommation rapide. Résultat, un mode de vie équilibré qui aurait été perçu comme ordinaire il y a quelques décennies est aujourd'hui vu comme slow. Simplement parce qu'il contraste avec la frénésie ambiante. En ce sens, slow living est moins un ralentissement artificiel qu'un recentrage sur l'essentiel. Prendre le temps de bien faire les choses, de se reposer, de créer du lien et de vivre de manière intentionnelle. C'est donc davantage un rythme juste qu'un rythme lent. Voilà, et imaginez deux personnes, je vais donner un petit exemple en comparant, enfin, c'est pas bien de comparer les gens, mais juste pour vous donner une petite idée de deux personnes. La première personne vit selon le rythme classique du slow living. Elle se lève tôt, mais sans réveil agressif, prend un petit déjeuner équilibré, se rend au travail à vélo, fait une pause déjeuner complète, rentre chez elle, cuisine un repas maison et termine la soirée en lisant ou en discutant avec ses proches. La seconde, l'autre personne, suit le rythme urbain actuel. On connaît bien ce rythme. Réveil à la dernière minute, café avalé en marchant, trajet stressant dans les embouteillages ou le métro bondé, déjeuner rapide devant l'ordinateur, heures supplémentaires, dîner commandé en ligne, puis écran jusqu'à minuit. Pourtant, la vie de la première personne n'est pas lente dans l'absolu. Elle accomplit toutes ses tâches, mais en respectant un rythme humain. Si ce style paraît slow aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il contraste avec l'accélération frénétique du mode de vie moderne. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi slow living pour vous, selon vous? Allez-y, vous avez compris un petit peu. Je vous souhaite la bienvenue, ceux qui viennent d'arriver.
Alors, c'est quoi le slow living pour vous, selon vous? Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment slow en ce qui concerne le terme ou bien c'est vraiment vivre à son style, à son rythme, adapté à ses besoins, à ses objectifs? Est-ce que c'est possible dans la société contemporaine? Comment vous trouvez ça? Oui, Jeannette, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde, Bonjour. bonjour monsieur. Euh, j'ai une avis ici, Oui, j'ai une opinion ici que tout le monde est après la vie qui est très courant ces jours-ci. Mais pour moi, j'ai une personne qui adore la vivre, à vivre lentement. Parce que quelquefois, j'adore visiter la bibliothèque pour lire les romans ou peut-être lire les différents types de livres qui est disponible autour de la bibliothèque. Ou peut-être faire du vélo ou visiter un petit jardin près de ma maison. Donc, je suis entièrement d'accord que slow living ou peut-être vivre lentement est très essentiel aujourd'hui parce que les gens comme nous ont oublié euh, euh, peut-être utiliser le temps pour soi-même ou prendre des confiances en soi-même, etc. Il y a différents types de choses qui non seulement affectent la santé, les émotions, mais aussi les corps physiques. Donc, il est très essentiel de chercher un équilibre entre les deux choses. très Euh, bien. oui, merci Oui, beaucoup. oui, super. Merci, Jeannette. Oui, vous avez raison. En fait, il faut trouver l'équilibre entre notre vie actuelle et la vie qu'on aimerait bien passer avec ses proches, sa famille. Tout à fait, merci. On écoute Kashmira. Allez-y, Kashmira. Bonjour. Oui, bonjour Jay. Ravi de vous retrouver dans dans cette série de dimanche. C'est un plaisir partagé. Merci, Kashmira. Oui, 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 parce que tout le monde peut se profiter hein, avec Bien ces sûr. séries. Tout à fait. Moi, j'ai l'avis que ce que vous avez déjà fait comme une synthèse. Oui, Vous avez déjà fait une synthèse euh, à propos de la vie lente. Moi aussi, je préfère la vie lente, mais dans ce temps, dans ce temps modèle, hein, euh, c'est très difficile de vivre lentement. Même, même à mon âge, c'est très difficile de vivre la vie lentement parce que toujours, même si je ne prends pas beaucoup de cours privés ou je ne travaille plus maintenant à l'école, mais quand même, toujours, je dois me dépêcher pour toutes les choses. Euh, donc, quelquefois, je me souviens que la vie avant, c'était tranquille. Même je travaillais chez la banque et à HSBC, je devais déplacer tous les jours, je devais faire toutes les choses, mais quand même, la vie n'était pas comme de nos jours. Oui, la vie contemporaine, ça passe trop vite. Et maintenant, c'est la vie de technologie. oui, Donc, vous avez déjà dit que la consommation, la fast-food et la consommation rapide, même parce que tout le monde prépare le repas et ils servent. Ça s'est arrivé pendant le Covid et ça continue maintenant. Et on a oublié comment entrer dans la cuisine et cuisiner le repas frais. C'est toujours le repas commandé quelquefois. Et même, on est devenu paresseux aussi, paresseux. De plus, moi, je ne suis pas comme ça, mais j'ai observé
que les jeunes et même les adultes, ils sont toujours sur les applications comme Instagram ou Facebook ou WhatsApp. Donc, et même les ados, la vie était différente quand mes enfants se sont grandis parce qu'il n'y avait pas le portable à cette époque-là. Mais maintenant, les jeunes, je vois mon neveu ou ma nièce, ils ne parlent pas avec la famille ou même avec nous. Impossible. Même avec la famille, c'est un jour par semaine, quelquefois, un jour hebdomadaire. Donc, la vie est devenue très, très vite et rapide. Et moi, je voudrais rentrer dans cette ère de slow living. Je ne sais pas quand je vais rentrer dans cette ère. Je voudrais bientôt. D'accord. Mais c'est Mais intéressant. Mais oui, on va essayer de voir si c'est possible aujourd'hui dans ce monde si accéléré. On va essayer de trouver des solutions. Mais comme on dit en oui, français, en guerre, voyons rien d'impossible. On peut même créer cet entourage, cette ambiance autour de nous. Peut-être, mais on va voir. Mais ce dont vous avez parlé, Kashmir, c'est intéressant parce que vous avez parlé de la technologie. Et donc, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider? Est-ce que ça va dégrader la situation ou plutôt ça va nous rendre beaucoup plus souples et ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour passer avec sa famille. Comme ça, oui, on peut vraiment, comment dire, demander à la technologie de faire beaucoup de travail au lieu de vraiment se mettre là au travail. Et en même oui, temps, vous avez parlé de ce que c'est être paresseux, mais ça me fait penser à la théorie de Paul Lafargue qui disait que droit à la paresse. Et donc, on a tous oublié ça. Il faut qu'on pense à ça aussi. On a tous le droit à la paresse, c'est-à-dire il faut profiter de notre existence et de chaque moment, de chaque instant, en se disant, moi, je ne veux pas travailler, je ne vais pas travailler. Bien sûr, faut que ça soit planifié, mais quand même, on a le droit de d'avoir d'être paresse. oui, voilà. C'est-à-dire le droit à la paresse. Et donc, on peut avoir le droit d'avoir la paresse chez nous, mais c'est pas un problème. Mais comment est-ce qu'on a changé l'aspect et comment est-ce qu'on a dit que la réussite, c'est le bonheur? Et vraiment, de travailler tout le temps, c'est les indicateurs pour montrer que moi, je suis utile dans cette société. Si je ne travaille pas, peut-être je suis inutile. Et donc, personne ne Oui, parle voilà, personne ne me parle de moi parce que je fais rien, peut-être. Vous voyez? Et donc, il faut changer les critères. Ça va prendre du temps, mais peut-être petit à petit, on peut y arriver. Très bien, bravo. Merci, oui, Kashmir. Oui, super. oui. Voilà. Merci. Avant de passer la parole aux autres, à Champa et à Rishma que je vois, mais j'aimerais bien, on va les écouter tout d'abord et après, je vais projeter une vidéo. Allez-y, Champa, on vous écoute. Bonjour monsieur, bonjour tout le Bonjour. monde. Euh, 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 je, je Oui. crois qu'aujourd'hui, dans un monde très très rapide et stressant, euh, donc je ne pense pas qu'il est possible pour vivre lentement, mais quelques jours, cette personne ne choisissent pas parce que c'est beaucoup de travail. Donc, pour moi, comme chaque jour et chaque matin, je travaille très rapidement parce que c'est c'est une maman et une femme. Et après, je suis un professionnel aussi. Euh, mais le dimanche et le jour, je prendre mon temps pour profiter chaque moment euh, comme, comme jouer avec mon fils et lire. Euh,
je pense maintenant travail est très très stressante. Euh, mm, Oui. euh, et vivre lentement, c'est un choix, un mode de vie qui présente nombreux avantages, mais il n'est pas toujours facile à adopter. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile. On peut y penser, mais après, c'est difficile. Oui, oui, monsieur. C'est tout, monsieur. D'accord, merci, merci Champa. Oui, Merci. Merci. super. Je passe la parole à Rishma. Allez-y. Oui, monsieur, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. À mon avis, le slow living, c'est un faux ami. Ce n'est pas bien de ralentir ce qu'on fait, mais c'est de mener une vie plus attentive, plus consciente de ce qu'on fait. C'est-à-dire, il faut bien savourer ou apprécier ce qu'on fait, le processus de ce qu'on fait. Si on essaye d'apprécier tout ça, c'est plutôt slow living, je pense. Même si quand on mange quelque chose, avant, si on essaye de parler avec les autres au lieu de manger très vite devant la télévision, c'est slow living. On peut bien, si on bien apprécie les goûts de chaque flavor, c'est slow living. Et ce qu'on peut faire avant de bien pratiquer le slow living, je pense, c'est le yoga. Si on fait le yoga le matin, j'ai entendu parler que si on peut contrôler le rythme de notre respiration, le rythme respiratoire, c'est possible de contrôler toutes les autres, contrôler tout. Par exemple, on peut contrôler nos émotions, nos pensées et tout ça. Alors, slow living, ce n'est pas vraiment de ralentir ce qu'on fait, mais d'apprécier tous et tout qu'on fait. Bravo, tout à fait, Rishma, vous avez raison. Et donc, il faut apprécier tout, il faut prendre son temps. Mais après, c'est encore une grande question. Est-ce qu'on a vraiment le temps pour prendre son temps? C'est vraiment une grande question de la vie moderne, la vie actuelle. Mais bien sûr, il faut le faire. Mais chacun a son rythme différent, sa façon différente d'avancer. C'est vrai. Très bien. Merci, Reshma. Alors, c'est une vidéo. Je pense que vous avez bien compris ce qu'elle voulait dire à cette personne. Alors, elle nous a bien montré pourquoi c'est important des fois de ralentir professionnellement. Mais vous voyez, c'était hier ou bien avant-hier, je suis tombé sur une vidéo et dans cette vidéo, j'ai vu une personne qui travaille, cette fille, dans une entreprise et qui dit que dès que je voulais sortir de mon bureau à 17 heures après avoir terminé mon travail, mon patron me dit, non, est-ce que tu peux prolonger un petit peu? Et que cette fille a dit non, je suis désolé, mais j'ai d'autres choses à faire à la maison. Et qu'il voulait me dire, ce monsieur, que j'ai voyagé toute la nuit pour venir au travail parce que j'étais dans un déplacement professionnel. Et tu vois, moi, je travaille énormément. Et après, elle lui a dit qu'on ne va pas comparer parce que chacun a sa façon différente et chacun a son rythme différent. Et puis, moi, j'ai ma vie personnelle aussi. Et passer du temps avec ma famille, mes enfants, mes proches, vous voyez. Et donc, pourquoi c'est nécessaire de ralentir professionnellement et pas de comparaison. Et ce n'est pas important non plus de bosser tout le temps. Et elle a dit qu'on est curieux par notre nature, par notre existence, mais petit à petit, il y a d'autres choses qui nous encombrent. Et à cause de ça, on oublie notre curiosité, notre envie d'observer le monde par cette approche enfantine et que
on veut vraiment faire des projets professionnels, bien sûr, ça c'est nécessaire, mais après on perd cet enfant qui se cache à l'intérieur. De plus, elle dit que quand les parents ils travaillent tous les deux, et quand ils rentrent à la maison, bien sûr, ils vont fournir tout à leurs enfants. Et ça, c'est super bien. Mais il y aura un dysfonctionnement qui existe et que pas d'affection, pas de partage et pas d'échange et que ça va créer des distances entre les membres de la famille. Et elle a parlé de ce concept de minimaliste et puis zéro déchet, la décroissance et les gestes écolos, tout ça. Et parce qu'elle a dit que même on n'a pas vraiment besoin de tout gagner dans cette vie-là. Après, il faut passer du temps. Si on est en train de tout gagner, on n'aura pas de temps de partager, de passer ces moments précieux avec nos proches. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Qu'est-ce qu'on perd quand on travaille continuellement, quand on travaille d'une façon profonde? Qu'est-ce qu'on perd? Ou bien, si vous avez votre avis sur ce thème-là, et qu'on est curieux par notre nature, et est-ce qu'on met notre curiosité en attente? Parce qu'on dit non, non, pas maintenant, je vais faire ça après. La musique, après. Les langues étrangères, après. La danse, après. Ça, non, c'est pas important. Ça ne génère pas d'argent, non, ça, après. Et donc, après, c'est jamais. En fait, vous voyez, on va essayer de prolonger, on va essayer de mettre à un jour ultérieur. Et après, c'est jamais. Et de plus, surtout passer du temps avec sa famille, ses enfants, ou bien on est en train de regarder, ça montre tout le temps, oh là là, je suis pressé, et on passe pas assez de temps. Alors, comment vous observez ce qui se passe en ce moment dans ce monde si chaotique? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois, c'est Samira. Samira, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, je passe la parole. Ah oui, merci tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je pense que aujourd'hui, la société est plus matérialiste. Si on Mhm. gagne beaucoup, on est respecté dans la société. Par exemple, notre enfant va à l'école supérieure, on a toutes les choses dans la maison, la confortabilité est très essentielle dans la vie d'aujourd'hui. Si vous avez une voiture, une grande maison, euh, euh, un métier, dans ce cas, vous êtes respecté dans la société. Donc, quelque part, cette notion, cette acceptabilité euh, fait la pression sur l'être humain. Oui, c'est quelque chose qui nous pousse tout le temps qu'il faut travailler. Il faut travailler, il faut gagner la vie, il faut pour gagner le respect dans la société. Donc, tout le temps, on est en train de penser, on est en train de travailler. On ne pense pas à d'autres choses. Oui. Et la deuxième chose qui ajoute à ce problème, qui augmente ce problème, c'est que la disponibilité de portable ou de la technologie. Tout le temps. Parce que si on regarde les vidéos tout le temps, les clips audio ou vidéo, euh, quelque part, tout ce matériel, cette technologie nous pousse à travailler. Oui, Oui. C'est quelque chose qui influence tout le monde. Il faut travailler, il faut travailler sur la santé. Oui, il faut aller au gym. Oui, il faut être belle. Les femmes doivent être belles. Hein. Il faut gagner, Oui. tout ça, toutes les choses matérialistes deviennent très importantes dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi, quelque part, l'homme n'arrive pas à décider quoi faire. Donc, il est bloqué Oui. parfois. Très bien. C'est tout. Oui, oui, absolument, vous avez raison, Samira. Alors, quand vous dites que si on travaille dans une société, on est bien respecté, on nous admire, on nous apprécie, et que si on ne fait rien, alors on est nul. Pourquoi on existe, on ne sait pas. Et de plus, et donc, il faut changer cette vision. Peut-être moi, je suis heureux, je suis content de tout ce que je fais, mais peut-être que ça n'apporte pas d'utilité ou de valeur aux autres. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que l'image de travail, on a super glorifié. Et si on ne travaille pas, oh là là, vous êtes
bon pour rien. Alors, c'est l'image qu'on a vraiment projetée. Et c'est pour ça, mais comment sortir de ce cercle vicieux, de métro, boulot, dodo dont on a parlé. Et donc, c'est hyper compliqué, mais c'est pas impossible. Bien sûr, c'est compliqué, mais trouver un équilibre. Mais qu'est-ce que vous en pensez des autres à propos de la curiosité, parce qu'on le met en attente. Et puis aussi, à quel âge on peut enfin, il faut conditionner nos enfants parce que même, je pense qu'il y a une grande pression chez les enfants. On leur dit, ben écoute, si tu n'étudies pas, tu finiras par devenir quelqu'un d'inutile dans la société. On ne va pas te respecter et donc tu vas perdre ta vie. Vous voyez, on est en train de créer. On ne lui dit pas à cet enfant, mais il faut que tu sois heureux. Ça, c'est plus important. Mais dans cette société de surconsommation, d'une grande compétitivité, on voit que, et surtout de compétition, on dit que non, il faut travailler, il faut avancer, il faut être gagnant. Voilà. Donc, comment vous voyez ça et donc à quel âge ça doit commencer, à bas âge, avec les enfants, il faut en parler, comment il faut distinguer entre la réussite et le bonheur? Qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez quelque chose à dire? J'ai Oui, vu un article sur oui, Instagram allez-y. et il y a un médecin qui dit il y a un problème qui Hmm, s'appelle Happy Child Syndrome. d'accord. Maintenant, les parents, Hmm, ils ne veulent jamais que leurs enfants ont des problèmes. Alors, ils ont toujours stressé s'il y a un problème. hmm. Et ça, c'est Happy Child Syndrome parce que nos enfants sont toujours contents. Je m'assiste dans un cours de comic strip à l'Alliance de Delhi. Et ce que je notais, il y a des enfants qui font beaucoup de choses et les parents dépensent beaucoup d'argent à ajouter les qualités dans leur CV. Mais quand on a parlé d'une petite chose, combien de temps est-ce que tu consacres avec ta famille? Il dit non, mes parents travaillent, alors il me met dans différents cours et ça, c'est le family time pour moi. Mais ce n'est pas la définition de family time selon moi. Pour moi, family time, c'est passer du temps ou consacrer du temps avec la Ah oui, bien famille sûr. et faire des activités avec des familles. Ils n'ont pas, parce que quand on discute quelque chose, je regarde Hmm, les trois garçons oui, de différents âges. d'accord. Ils n'ont pas la patience d'écouter une autre personne Ah, parce qu'ils ont toujours le temps de dire ce qu'ils veulent. ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui manque dans les élèves de cette génération. D'accord. C'est Oui, ça. très bien. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Adita, c'est-à-dire ce syndrome de rester heureux, content. Et en fait, mais dans une famille, on considère, on comprend comment ça marche, les échanges, comment établir un dialogue. Il faut écouter, il faut répondre, mais on ne peut pas prendre la parole tout le temps. Il faut laisser la parole aux autres aussi. Et donc, ça, on apprend. Et nos parents ou les gens qui sont vraiment proches dans notre entourage, c'est eux qui vont nous expliquer ça. Mais comme vous avez dit, Adita, que pour ces enfants-là, ces garçons-là, quand ils font leurs activités, à ce moment-là, ils disent que c'est notre family time parce qu'on considère que ces gens qui sont autour de nous, ce sont notre famille à nous. N'est-ce pas? Oui, 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 voilà. oui. Et donc, la famille, on a changé l'image de la famille, c'est-à-dire les parents sont en train de fournir tout ce dont on a besoin, mais peut-être on a besoin des émotions, on a besoin de câlins, de protection, d'affection, de partage, de rire, de bonheur, tout, tout, tout. Mais on a oublié parce que après, il faut vraiment arriver euh, à, à subvenir aux besoins aussi. Et ça, c'est nécessaire, surtout avec tout ce qui est le côté matérialistique, ce dont on a parlé, et donc surtout avec la société de surconsommation. C'est dans un monde frénétique tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Très bien. Je vous ai choisi une autre vidéo où on va voir les gens ont peur. Et les gens ont peur de quoi? Les gens ont peur de ne rien faire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, si je ne fais rien, alors j'ai peur. Et je parle de quelle peur? Le peur, c'est que si je fais rien, comment est-ce que je vais être perçu par la société? Comment est-ce que je vais être observé par la société? Je vais être pris pour qui?
en fait? Est-ce qu'il y aura, comme je pense que c'est Samira qui disait, on a besoin d'être valorisé dans la société. Et comment est-ce qu'on peut être valorisé par sa profession? Ah, vous faites un joli travail, bravo. Mais toi, tu ne fais rien. Ah, peut-être enfin, tu n'es pas une personne qu'on peut admirer, qu'on peut vraiment considérer utile dans la société. Et donc, les gens ont peur quand ils ne font rien. Et c'est pour ça, on va imaginer, on va même se poser la question, quand je ne fais rien, est-ce que je peux quand même rester heureux, content, et que je peux me dire, au moins, je suis heureux, au moins, je rends les gens autour de moi heureux. Et donc, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Et donc, prendre le temps de ralentir, c'est le thème de cette vidéo dans laquelle on va voir, bien sûr, je pense que vous connaissez déjà TV5 Monde, et je vous ai choisi cette vidéo dans laquelle on va voir comment est-ce que cette experte va nous parler de prendre le temps de ralentir. Alors, écoutez bien. Voilà. Bonjour Nelly Ponce. Bonjour. J'imagine que ce reportage vous parle, vous qui avez choisi de ralentir, enfin vous avez écrit choisir de ralentir, je passe à l'acte, aux éditions Actes Sud Kaizen. Alors après avoir touché le fond, vous avez donc écrit cet ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Il s'est passé ce qu'on appelle communément un burn-out, qui est en réalité un processus d'épuisement physique et psychique total. Donc en gros, un jour, tout s'est arrêté, tout simplement. Mon corps n'était plus en capacité de réagir, de lever un bras, de se lever, d'assurer des gestes simples, de se doucher, de vivre. Et ce burn-out a été une occasion exceptionnelle qui m'a été donnée de revenir un petit peu en arrière, d'analyser à la fois ma propre vie et puis celle de toutes les personnes qui m'entouraient, que j'entendais en permanence dire je suis débordée, j'en peux plus, j'ai pas le temps, vite, dépêche-toi, etc. Pour essayer de commencer à questionner ce rapport au temps. Donc une prise de conscience majeure, mais quand on dit je suis débordée, c'est dire j'existe, hein, d'une certaine façon. Complètement. On a vu dans le reportage Gilles Vernet, dans son film Tout s'accélère, le philosophe physicien Étienne Klein dit quelque part, quand on dit je suis débordé, n'est-on pas en train de dire regardez comme je suis important? C'est une façon d'exister aussi que l'on a aujourd'hui, une façon de se sentir vivre intensément, ça a été aussi dit dans le reportage. Et c'est quelque chose qui nous donne une illusion, voilà, qui, selon moi, nous fait perdre énormément au change quand même. Alors, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que la lenteur, ce n'est pas être au ralenti. Expliquez-nous. Alors, en travaillant sur ce livre, j'ai ouvert le dictionnaire, tout simplement, c'était un Larousse, et je me suis rendu compte que la définition de la lenteur était extrêmement péjorative, connotée. Donc, la lenteur, c'était défini comme, effectivement, être au ralenti, manquer quelque part de dynamisme dans la pensée, dans les actes. Or, pour moi, ralentir n'est pas synonyme d'être au ralenti. Alors, c'est quoi votre définition? Pour moi, ralentir, c'est un changement de regard sur le monde. C'est pas une question uniquement de cadence ni de vitesse. On peut être passionné, enthousiaste, continuer à faire énormément de choses, tout en prenant le temps de faire ces choses-là, en habitant chaque instant comme une traversée successive de différents instants qui nous amènent à faire quelque chose. Ou alors, on peut les survoler à une vitesse excessive, mais pas uniquement la vitesse, aussi une façon de ne plus s'habiter soi-même, en fait, de ne plus habiter le temps. Pour moi, ralentir, c'est justement prendre le temps de vivre. Ce qui ne veut pas dire faire moins de choses. C'est-à-dire habiter l'instant. Habiter l'instant, c'est une très belle parole qui me plaît beaucoup. Alors, 8 Français sur 10 disent qu'ils veulent ralentir, mais ne le font pas forcément. Quels sont les freins ? Alors, on parlait tout à l'heure, je suis débordée, donc je suis quelque part, qui était le titre d'une revue projet. Donc ça, c'est la partie ego. Un des freins qui nous empêche de ralentir, c'est cet ego. C'est oui, mais j'ai besoin de mes 300 amis sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de me sentir important. C'est aussi une façon de mettre à distance les gens. Quand je leur dis, bah non, j'ai pas regardé ton dossier, j'ai pas le temps, je suis débordée, ça nous arrange quelque part. C'est aussi une façon de ne pas prendre en considération cette demande qui nous est faite et de naviguer un petit peu comme ça, en prétextant en permanence cette question du temps. Oui. Ça, c'est la partie égo, on va dire. Il y a une autre partie, un autre frein qui nous empêche de ralentir, c'est la peur. Alors la peur, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui vont se sentir plus du tout en adéquation avec leur travail, qui va les mettre dans une accélération foudroyante.
Bon, ben, c'est la peur du chômage, c'est la peur du décrochage social, c'est la peur de la marginalisation. On voit que si être au ralenti, ralentir sont assimilés, alors on est dans quelque chose de péjoratif. Que vont penser les autres? Si je pars à 17 heures de mon travail, que va-t-il m'arriver? Que vont penser les gens? Ça, c'est la peur. Ça, c'est une peur qui est basique, qui nous habite au quotidien, qui est liée à notre vie pratique. Au-delà Voilà, ici, j'aimerais bien lancer une petite discussion, mais on a vu ce que dit cette personne. Elle dit qu'il y a des gens qui disent que je suis débordé. On comprend très bien ça, ce concept d'être débordé de travail, ça c'est vrai, et qu'elles disent que moi, je n'ai pas le temps. Mais en fait, elle dit qu'il y a deux aspects liés à cette situation. D'un côté, elle dit que des fois, les gens, parce que ça les aide à tout arranger pour dire, ben écoute, moi, je suis occupé, donc c'est pas ma priorité. Ton travail, ce n'est pas ma priorité. Et c'est pour dire qu'en ce moment, je ne peux pas le faire. Et donc, quand on nous invite à un dîner ou bien n'importe où, et donc on dit, moi, je suis occupé, j'ai beaucoup de travail. Le week-end, non, le week-end, je travaille. Et donc, ça, c'est pour leur dire que vous n'êtes pas ma priorité. Parce que quand on commence à bien trouver du temps et qu'on peut vraiment travailler sur son emploi du temps, on peut trouver du temps si c'est notre priorité. Mais c'est une indication, c'est un message assez clair et direct pour dire aux autres, vous n'êtes pas ma priorité. Alors, il faut vraiment prioriser son travail, son temps, ses tâches. La première chose, en plus, elle dit qu'il y a aussi des gens qui disent, c'était la partie égo, parce que c'est mon égo. Et l'autre partie, elle dit que la peur. Et c'est quoi la peur? Elle dit que les gens ont peur quand je dis, ben écoutez, qu'est-ce que vous faites? Oh, moi, je ne fais rien. Mais même si je fais quelque chose, je leur dis non, je ne fais rien. Et donc, ça va projeter une image de moi qui ne va pas être bien perçue. C'est-à-dire, peut-être les gens vont considérer qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et ça va être un décrochage social. Je vais être déconnecté par tout ce que font les autres. Tout le monde travaille, tout le monde fait quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien, quelque chose d'innovant dans sa vie, mais moi, je ne fais rien. Et alors, ça va générer ce qu'on appelle le décrochage social. Je vais être déconnecté par rapport à ce que font les autres. En plus, la marginalisation. Je vais être marginalisé parce que tout le monde travaille, mais moi, qu'est-ce que je fais? Ah, je fais une sieste, mais peut-être ça me fait du bien. Non, mais il ne faut pas le faire parce que tout le monde travaille. Et donc, il y aura une pression qui va être créée par moi-même. Peut-être la personne elle-même, cette personne va créer cette pression en disant que les autres travaillent. Moi, je ne travaille pas et donc ce n'est pas bien. Il faut que je travaille. Même si j'ai envie de me reposer un petit peu, je ne vais pas le faire. Et troisième, c'est au chômage. Ah, vous faites rien? Non, mais je suis au chômage. Mais je ne dois pas le dire, je ne peux pas le dire. Si je le dis, je suis quelqu'un de déconnecté de la société, je suis quelqu'un d'inutile. Je vous ai déjà dit, c'est-à-dire je n'apporte rien à cette société, à ma famille. Et donc peut-être c'est une période où je suis en train de me recentrer. Qui sait? C'est pour moi d'y répondre, mais mes réponses sont basées par les attentes de la société. Vous voyez? Et donc, quand on dit que je suis débordé, il y a un message que j'envoie aux autres. Ben, écoutez, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis quelqu'un d'hyper actif et je ne peux pas vous écouter, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous rendre ce travail parce que je suis débordé. Alors, vous voyez, ça peut aussi être quelque chose de difficile parce que d'un côté, ça nous donne une image d'une personne qui a beaucoup de travail. Alors, il fait super bien dans sa vie. Mais de l'autre côté, mais il n'a pas le temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à gérer sa vie. Et donc, vous voyez, il y a aussi cet aspect-là. Et après, comme je vous ai dit, c'est la peur. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je leur dis je ne travaille pas? Ou bien si je leur dis que qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Moi, je fais une sieste tous les jours. Et mais ben écoute, c'est pas possible, tu ne vas pas au travail, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Et donc, les jugements, les stéréotypes, les préjudices. Et donc, quelle grande pression, quelle pression énorme que je vais rencontrer sur ce chemin de vivre lentement. Mais lentement, on peut remplacer par le mot pleinement, parce que lentement, vous avez déjà compris, l'image, c'est pas correct. Même cette personne, elle a dit dans cette interview que quand elle a trouvé le sens de ce terme ralenti, c'était quelque chose de péjoratif. Lisa, Oui,
Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, pardon, monsieur. Ah, d'accord. En fait, c'était ça. Et ça va, vous avez des questions à poser ou bien vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les autres, si vous comprenez, ça va, c'est clair pour vous? Oui, Lakshmi, vous voulez dire quelque chose? Bonjour professeur, je voudrais ajouter Allez-y, mes points pour s'il le vous plaît. sujet vivre Allez-y. lentement. Vivre lentement, c'est profiter de chaque moment sans se presser. Tout d'abord, cela réduit le stress et améliore la santé. Puis, on a plus de temps pour ses patients et ses proches. Cependant, ce rythme peut sembler trop calme et faire perdre du temps. Mais en pratique, on peut marcher, manger lentement, limiter le téléphone et prendre des pauses, passer du temps dans la nature. Dire non aux engagements inutiles, faire du yoga, écouter la musique douce comme ça. Non seulement ces gestes simples améliorent le bien-être, mais aussi ils permettent de mieux profiter de la vie. Finalement, l'important est de trouver un équilibre entre lenteur et efficacité. Finalement, pour moi, j'adore vivre lentement, mais j'ai beaucoup de travail. En fait, quand j'essaie de vivre lentement, je m'ennuie parfois après 2 ou 3 jours. Donc, je pense que la solution est de trouver un équilibre entre lenteur et efficacité. La lenteur est la clé pour goûter à la vie dans toute sa saveur pour moi. Très bien. Oui, oui, bravo, bravo, très bien. Merci Lakshmi. Vous avez bien dit, à la fin, il faut trouver un équilibre. Si on ne travaille pas pendant une semaine, après, on se dit, oh là là, je suis ennuyé. Et donc, ça va pas, il faut que je me remette au travail. Voilà, c'est vrai. Et donc, trouver un équilibre, ça, c'est la grande solution. Et de plus, mais bien sûr, il faut vivre dans cette société. On ne peut pas aller dans les Himalayas pour dire, moi, je vais vivre là-bas maintenant. C'est pas possible pour nous, bien sûr. Ça peut être possible pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et de se déconnecter complètement, c'est pas comme ça qu'on était éduqué, on était élevé. Donc, c'est encore un problème. Mais de comment trouver son rythme dans cette société qui a une vitesse effrénée et avancer avec un rythme adapté à ses besoins. Ça, c'est essentiel. Très bien. Si les autres, vous avez quelque chose à dire, allez-y, n'hésitez pas à le partager avec nous. Je remets cette vidéo. Écoutez bien. Oui, Ça représente quoi? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Ok, on va continuer. Ensuite, il y a une peur qui est beaucoup plus fondamentale, qui me paraît existentielle, qui est la peur du vide, la peur du rien, comme si cela pouvait exister. De mon point de vue, ça n'existe pas, de toute façon, le vide et le rien. Et ça nous renvoie à la peur de la mort, à la peur de cette finitude dont l'humanité a conscience et qui fait tous les progrès scientifiques et notamment médicaux vont notamment dans une recherche quelque part de ce mythe de la vie éternelle. Nous avons peur de notre propre finitude. Alors, ce que vous expliquez également dans votre livre, c'est que cette... Ici, il y a quelque chose à quoi je pense quand elle parle de ce vide et de ce rien. Elle dit quand on n'a rien à faire dans sa vie, c'est difficile. Et je ne sais pas si vous avez observé ça, mais les gens qui ont travaillé pendant 40 ans, pendant 35 ans, 30 ans, 20 ans, 25 ans, et après quand ils sont à la retraite, mais quand ils n'ont pas d'autre activité à se mettre, à s'impliquer, ça devient hyper compliqué pour eux de vraiment trouver une vie ordinaire, une routine pour eux. Parce qu'avant, quand ils travaillaient, mais il y a une routine, mais du jour au lendemain, ça n'existe plus.
et que c'est hyper difficile pour ces gens de trouver quelque chose de régulier et après, c'est compliqué. Et donc, ce qui s'installe, c'est plutôt le vide et le rien. Et donc, ça, c'est compliqué parce que c'était comme ça, le conditionnement, la société, on revient vers ce mot, la société qui nous a poussé vers il faut beaucoup travailler, il faut bien travailler, il faut travailler régulièrement, il faut travailler. Voilà, on a bien glorifié la présence et l'image de ce mot travail, mais quand on est à la retraite, on ne travaille plus et on se sent inutile. Vous voyez? Et donc, ça, c'est important de vraiment partager, propager ce message, je ne sais pas comment, mais que le bonheur, ça, c'est plus important. Et de plus de se dire, travailler, c'est bien, mais il ne faut pas subir, comme cette experte a dit tout au début, le burn-out. Et donc, burn-out, l'épuisement physique et psychique, ça, ce n'est pas le but de notre existence. Et c'est pour ça, à la retraite, si on ne se met pas dans les autres activités, ça devient hyper compliqué parce que le rien et le vide, ça, c'est vraiment grave après. Et donc, ça nous rend fous des fois. Voilà. Frénésie nous empêche d'être réellement en lien les uns avec les autres. On passe à côté des gens qui sont autour de nous en disant, voilà, si j'ai une minute, je t'appelle. Et finalement... Oui. Pour moi, c'est presque un des plus grands drames, on va dire, de cette accélération. Cette perte de lien, elle est liée à la fois à nos vies modernes. On voit bien que les soirées sont beaucoup plus passées devant un téléviseur que dans des veillées à se raconter des histoires, à échanger, etc. On voit que les personnes âgées sont souvent regroupées dans des maisons de retraite. On voit que les enfants sont soumis à des emplois du temps de garde à droite à gauche parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est une question de priorité, finalement. Mais complètement, ce n'est qu'une question de priorité. C'est-à-dire que quand on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui va nous rendre heureux, épanouis, de quoi nous avons réellement besoin dans notre vie. Et donc là, c'est une étude américaine que je cite dans le livre, qui a été faite à Harvard pendant quand même plus de 70 ans, et qui nous raconte juste un élément de bon sens, un b.a.-ba, qui est que ce sont les gens qui se sentent le plus entourés qui sont les plus heureux. Or, cette vie moderne a tendance à nous faire oublier un petit peu cette question-là. Derrière nos 300 amis Facebook, par exemple, quels sont les liens réels que l'on a quotidiennement avec des êtres humains ? Alors, ce que vous expliquez d'ailleurs, c'est que l'hyperconnexion génère beaucoup de stress et totalement chronophage. Donc, est-ce qu'il faut bannir les réseaux sociaux d'une vie dans laquelle on choisit de ralentir ? Alors moi, je ne suis pas particulièrement pour ce qu'on pourrait appeler le retour en arrière. Je pense que ces éléments font partie de nos vies d'aujourd'hui et apportent énormément de bienfaits. En revanche, je dirais, faisons attention. Il y a une notion de dépendance, en fait, aux écrans de manière générale et aux réseaux sociaux en particulier, notamment avec l'usage des smartphones. Et il y a un nombre de Français, je crois que c'est plus d'un Français sur 3 qui se dit dépendant de son smartphone aujourd'hui. Donc, utilisons ces moyens qui nous ouvrent sur le monde, qui nous connectent, qui ont une capacité incroyable. Par contre, essayons de nous discipliner dans notre quotidien pour les limiter dans le temps et aussi limiter l'importance que l'on va leur donner au profit de choses qui vont être de l'ordre du sensible, qui vont faire appel à d'autres aspects sensoriels qui sont les nôtres, notre corps, le toucher. Alors précisément, des gens décident de faire de la relaxation, du yoga, la sophrologie, c'est ce que dit le professeur de sociologie, qu'il y a une forme de résistance avec tous ces mouvements. Est-ce que c'est suffisant ? Ou est-ce que ce ne sont que des pansements, finalement ? Alors, de mon point de vue, le danger, effectivement, c'est que ce soit des pansements. Ils sont à la fois essentiels. Tout ce qui va nous aider à être dans un lien avec la nature, dans un lien avec notre corps, est quelque chose qui va participer à éviter l'emballement, en fait, de notre partie cerveau, cérébrale, qui va s'emballer, notamment avec toute cette vie moderne. Donc, c'est essentiel. Ces moments-là sont vraiment essentiels. En revanche, s'ils sont là uniquement pour soulager temporairement des maux qui nous permettent de mieux accélérer par la suite, sans remettre en question où sont nos priorités, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi dans la vie, à quoi est-ce que je passe mes journées, qu'est-ce que je balaye comme ça d'un revers de la main aussi rapidement, alors de mon point de vue, c'est de la bobologie. C'est un pansement qui nous amène pas bien loin. Alors peut-être une idée pour décélérer très doucement, pour que ce ne soit pas trop violent pour nous les frénétiques. Alors moi j'aime bien essayer de m'appliquer juste une chose quotidiennement. À chaque fois que je m'entends dire j'ai pas le temps,
je dis non. Alors là, arrêt sur image, stop. Je n'ai pas pris le temps. En réalité, j'ai choisi de faire ça. Donc, je n'ai pas choisi de faire ça. Ça va m'indiquer quelque chose sur mes choix et mes priorités. Et à partir de là, je vais pouvoir dire, est-ce que ce que j'ai choisi me correspond vraiment ou est-ce que je peux en changer? Rien que cette conscience-là est déjà un grand pas dans le quotidien. Merci beaucoup, Nelly Pons. Donc, on l'a bien compris. Voilà, et donc quand les gens disent que moi, je n'ai pas le temps, il faut se poser une question. Et quand je dis ça, je n'ai pas le temps, alors est-ce que je peux le refaire après? Est-ce que c'est possible si on m'invite? Non, je ne vais pas être invité après parce que c'était pour un petit moment assez spécifique. Ou bien quand quand quelqu'un m'a demandé pour de l'aide. Voilà. Après, c'est fini. Il n'aura plus besoin de mon aide. Et donc, il faut se poser la question. Et donc, il faut prioriser. Il faut se dire, bien sûr, je suis occupé, comme tout le monde. Alors, je peux tarder mon travail un petit peu. Ou bien, je peux faire en sorte que ça soit fait pour le moment, ce dont on a besoin, que ça soit fait à ce moment-là. Mais après, je peux continuer avec mon travail. Et donc, comment prioriser? Et ça, c'est une façon de se dire, parce qu'après, vous voyez, quand on est dans cette frénésie de travail, on n'arrive pas à vraiment comprendre, parce qu'autour de nous, les gens, ils comprennent très bien, ah, tu es hyper occupé, que tu n'as pas le temps, mais on se dit, non, mais je fais minimum, je fais mon travail. Mais après, il faut consacrer son temps aux autres aussi, ça c'est nécessaire, et c'est une façon de décélérer, parce que accélération, ça existe, et même si on n'a pas envie de le faire, on va être accéléré. Mais comment décélérer? Ça, c'est nécessaire et il faut l'apprendre. Il faut apprendre à décélérer. Sinon, après, on va se dire, oh là là, j'ai pas vu le temps passer et que les choses se sont évoluées et l'image autour de moi a beaucoup changé, a beaucoup évolué et que je ne peux rien faire maintenant. Et donc, c'est trop tard. Et avant que ça soit trop tard, il faut réagir, il faut se dire, il faut prendre son temps pour ralentir. Voilà, si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions ou vous avez quelque chose à partager, parce qu'après, comme on a dit, comment le faire? Alors, c'est pas possible de complètement se déconnecter, mais bien sûr, de trouver un rythme à ses besoins, à ses objectifs professionnels et de vivre sa vie à son rythme et aussi de se dire ce qui est nécessaire, ce sont les termes, par exemple, on peut parler du minimalisme, on peut parler de la décroissance, on peut parler de la vie écologique, on peut parler du bonheur, du partage, des émotions, des échanges, et de se dire surtout, si je ne le fais pas maintenant, est-ce que ça va ou c'est grave? Bien sûr, passer du temps avec ses proches, si c'est perdu à vie. Bien sûr, on peut le rattraper, mais une occasion ratée, c'est raté pour toujours. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, et après, il faut prendre son choix, sa décision, ça c'est nécessaire. Voilà, et donc, si vous avez des choses à dire à la fin, j'aimerais bien vous écouter. Kashmina, vous voulez dire quelque chose? Samira, peut-être? Oui, monsieur, j'aimerais ajouter une chose que j'observe souvent. Quelque part, notre système éducatif, le système scolaire, Oui. quelque part, inculque cette notion d'être en compétition. Tout à fait. Ah oui, donc l'amour, la douceur de l'amour n'existe plus dans ce système éducatif. C'est vrai. Et dès l'enfance, l'homme devient plutôt matérialiste, d'être en compétition, il faut travailler, il faut gagner plus, tout ça. Donc, quelque part, le système éducatif doit penser à cette notion Oui. de douceur, d'amour. Oui, vous avez raison, absolument, Samira. C'est vrai. Mais après, je pense que c'est vraiment, enfin, on peut apporter ce changement, mais peut-être ça va prendre du temps. Mais ce qu'on peut faire, comme on dit en français, charité bien ordonnée commence chez soi. Au moins, on peut le faire à la maison, avec ses enfants, avec nos enfants. On peut leur dire, même si tu ne fais pas super bien en mathématiques, c'est pas grave, mais tu chantes super bien, mais tu fais cette activité super bien. Bravo, je suis impressionné par ton travail, par ton implication, vous voyez. Et donc, on peut vraiment passer l'amour à nos enfants et on peut leur dire qu'on est là pour vous, pour toi. Oui, oui. Et que, bien sûr, il faut que ça soit quelque chose de général, comme vous avez dit, Samira, c'est vrai. Mais après,
en l'attendant, peut-être on peut commencer le changement depuis chez soi. Peut-être ça va changer. Au moins, quand les enfants rentrent à la maison, ils ne se sentent pas déprimés, ils ne se sentent pas découragés. Ils savent très bien, il y a quelqu'un à la maison qui va me soutenir même si je suis dans une grande difficulté. Voilà. Peut-être on peut le faire au moins. Oui, je suis d'accord. Voilà, super, très bien. On est vers la fin. Je vous remercie vous tous de votre participation si active. Et est-ce que je peux vous laisser? Non, j'ai Non, tout. c'est bon. Non, merci beaucoup. Hein. D'accord. Merci à C'était vous. très, très intéressant. Non, mais c'est grâce à vous tous que vous soyez Non, venus. merci. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez partager ce lien de la dernière vidéo? vidéo? D'accord, La oui, je dernière. vous envoie tout. Ne vous inquiétez pas. Oui, je vous envoie merci. tout. Oui, je vous envoie tout. Très bien. Voilà, je vous souhaite bonne journée. Prenez soin de vous et il faut vivre à son rythme. C'est l'essentiel. Merci, au revoir. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. C'était une bonne Merci, vidéo. monsieur. C'était Je très crois que bien. ça va volontiers. Merci. Merci. Merci, monsieur.